Salut à tous, de Manute Bol on retient souvent sa taille qui a fait de lui l'une des attractions phares de la NBA dans les années 80-90. Mais connaissez-vous le parcours hors du commun de ce géant que rien à la base ne destinait au basket? De son enfance folklorique au Soudan à ses exploits dans la Grande Ligue en passant par son militantisme durant la guerre civile soudanaise, on vous propose le portrait complet d'un joueur hors norme. Merci énormément à Théo, en stage à la rédaction, pour son travail de recherche et d'écriture. Natif de Touralei, un village du sud du Soudan, Manute Bol fait partie de l'ethnie Dinka, l'un des peuples les plus grands du monde. Pour la petite anecdote, il a affirmé que son grand-père mesurait 2,38 m, de quoi donner le tournis aux Scouts NBA. Mais avant de parler de basket, revenons-en au Soudan. Notre jeune Manute grandit dans une région marécageuse coupée du reste de la société, le Sud. Les moustiques y propagent le paludisme et les habitants s'en protègent comme ils peuvent, eux qui vivent aux côtés des lions, des éléphants et des girafes. Retenons que cette nature hostile n'est pas la seule à décourager les gens d'aller en ville, car le mode de vie Dinka est très autarcique. Tiens, d'ailleurs, il faut savoir que Manute Bol était destiné à devenir éleveur de vaches et père d'une très grande famille. Tout écart, toute ambition autre que la tribu était vue comme une honte et son destin semblait tracé. De plus, Manute était coincé dans son village car il devait travailler pour assurer les vieux jours de sa mère. Pour ajouter encore des difficultés, la guerre civile au Soudan faisait rage et les écoles étaient fermées. Sauf que quelque chose va pousser Manute à se rebeller, le rite de passage à l'âge adulte. En gros, chez les Dinka, on vous arrache les dents et on vous écorche le visage, c'est la tradition. Autant vous dire que le petit Bol a vite fait de s'enfuir. La première tentative eut lieu au début des années 70, avant que son père ne le récupère chez un ami de la famille. Il avait environ 10 ans. C'est arrivé une deuxième fois lorsqu'il est rentré chez lui parce que l'école était en arabe et qu'il n'y comprenait rien. Autant dire que son enfance n'était pas la plus facile du monde. Ah, et c'est important de le rappeler, mais Manute était issu d'une famille Dinka célèbre et tout le monde le connaissait dans la région. Impossible pour lui donc de disparaître complètement. Il a ainsi finalement subi la cérémonie d'entrée à l'âge adulte contre sa volonté, avant d'être envoyé dans un camp de bétail. Il dut ensuite porter un dentier pour le restant de sa vie. En tout cas, le principe du camp de bétail, s'il est étonnant, est plutôt simple. On confie des vaches à des jeunes garçons et on les laisse sans surveillance tout un été. C'est un peu la loi du plus fort, un contexte dans lequel on se bat pour un regard de travers, ou un mot déplacé, vous voyez le tableau. Manute s'en tira et fut même surnommé bénédiction spéciale, car parmi ses frères et sœurs, il fut le seul à survivre plus loin que l'enfance. Notons pour allonger cette tragique liste que sa mère, elle, a quitté ce monde lorsque son fiston n'avait que quelques années de vie. Bref, vous l'avez compris, l'enfance de Manute est plutôt hardcore. D'un côté, il ne veut pas décevoir sa famille, et de l'autre, il espère échapper à son destin. Retenez bien cela, car c'est un peu le fil rouge de notre homme qui fait notre sujet du jour. En tout cas, à partir de là, tout est allé très vite. Trop vite peut-être pour Manute Bol. Sa taille immense est de notoriété publique, et il devient une attraction. C'est à ce moment que son cousin, basketteur pro Newell Makwakbol, et son oncle lui proposent de jouer avec l'équipe de basket de la police de Wau, aujourd'hui au Soudan du Sud. Au départ, il est très réticent par rapport au basket, mais se laisse persuader par un autre cousin d'aller jouer à Khartoum, la capitale soudanaise. L'environnement dans lequel il débarque à ce moment-là lui est hostile, complètement étranger. Retenons que Bol a grandi dans un village isolé pendant la guerre civile contre les Arabes du Nord. Alors autant vous dire que quand il arrive à Khartoum, la ville dans laquelle la culture arabe règne au Soudan, il se retrouve complètement perdu. Ajoutons à ça que les passants se moquent constamment de sa taille. Il jongle donc entre les bagarres et l'adaptation à cette nouvelle culture. Il survit au milieu de cette situation compliquée comme il peut. Je me suis beaucoup battu à Khartoum, j'étais méchant, je n'acceptais rien. Parfois je peux dire que nous, les Dinka, nous sommes fous. Nous n'abandonnons pas. Aux États-Unis, on appelle les Noirs les nègres. Vous connaissez ce truc. Dans mon pays, les musulmans nous appellent abides, esclaves. Vraiment, je n'aime pas ça. S'ils le disent à quelqu'un, même pas à moi, je me bats avec eux. La seule vraie boussole qu'il possède à Khartoum, c'est l'unique club de basket chrétien de la ville, mais même là, il lui reste tout à apprendre. Son entraîneur dit qu'il ne savait rien du basket. Bol est frêle, lent et sa main droite est griffue. Beaucoup de défauts donc. Le mec était tellement maladroit que sur sa première tentative de dunk, il se serait cassé les dents sur l'arceau. Enfin, celle qui lui restait. Pourtant, l'entraînement le forge, il devient vite une machine à contre, et avec lui, son club se hisse au sommet du championnat. En parallèle, Manute joue aussi pour l'équipe militaire soudanaise. Entre deux matchs, il vit dans un hangar et rate son mariage avec la fille de ses rêves à cause d'une histoire de dot. C'est dans ce contexte très rude que Don Fillet, un entraîneur américain de l'université de Faye Dickinson, découvre le phénomène soudanais. Fillet était venu au Soudan en 1982 pour donner un coup de main à l'équipe militaire soudanaise, et direct, quand il a vu Bol, il s'est dit qu'il allait révolutionner le basket. À peine un an plus tard, et contre l'avis de son père, ils s'envolent tous les deux pour les États-Unis et tâter de la balle orange. Dans la foulée, Bol est drafté en 97e position par les San Diego Clippers. Quel changement de vie!
vie. Sauf que l'ambiance de la draft est complètement lunaire. Le coach des Clippers choisit Ball alors qu'il ne l'a jamais vu jouer. Certains membres du staff pensent même que le Soudan est un lycée américain. Bravo. Et le truc, c'est que finalement, la draft de Manoute est annulée pour des détails techniques. La NBA argue qu'il ne s'est pas inscrit à temps, qu'il est trop jeune et qu'il a menti sur sa taille. Le truc en fait, c'est qu'il aurait été mesuré pendant qu'il était assis, tandis que lui n'était ni au courant des magouilles ni du refus de la ligue. C'est n'importe quoi, la filouterie des staffs NBA, dira-t-on. Bref, Manoute et ses 2m31 repartent bredouille, et ce dernier se rabat sur le basket universitaire. Mais comme il est illettré et qu'il ne parle pas anglais, personne ne veut de lui. La fac de Cleveland State lui offre néanmoins des cours d'anglais accélérés dans un lycée de l'Ohio, mais il rate l'examen d'entrée dans le programme. Rien n'est simple. Mais c'est tout à son honneur, il n'abandonne pas, et c'est à Bridgeport, une université de 2e division, que Ball fait ses gammes. Là-bas, sans aucune concurrence, le pivot écrase tout sur son passage. Ses stats sont phénoménales, il marque 23 points, prend 13 rebonds et colle pas moins de 2 contres par match en moyenne. Ça y est, la muraille d'Inca est enfin en place. Il fut même intronisé quelques années plus tard au sein du Hall of Fame de la fac. C'est dire si son passage a marqué le programme. Malheureusement, de l'autre côté du globe, la situation de sa famille restée au Soudan est toujours plus dramatique. Ses proches subissent la guerre civile et Ball choisit de passer pro pour les aider au plus vite à quitter le pays. Il s'engage donc avec les Rhode Island Ghouls, qui jouent dans la US Basketball League avant d'être à nouveau drafté en NBA en 1985. Cette fois-ci, c'est la bonne. Manoute atterrit aux Washington Bullets avec le 31e choix. Dès son arrivée à DC, le géant attise la curiosité de son entourage, une curiosité parfois complètement déplacée. Le propriétaire des Bullets, Abe Pauline, ira même jusqu'à lui demander si les Soudanais buvaient du lait mélangé avec du sang comme le faisaient les Ougandais. Bien sûr que non, mais peu importe, il a l'habitude, et l'ignorance de ses supérieurs n'empêche pas Ball de se faire une place dans le roster. La chance lui sourit en fait dès sa saison rookie, vu qu'il arrive à chipper la place de pivot titulaire à John Rolland, alors bloqué à l'infirmerie. C'est le début de la grande aventure et la suite est légendaire. Manoute Ball finit meilleur contreur de la ligue avec 5 blocs par match et compile le 3e plus grand nombre de contres sur une saison depuis la création de la ligue en 1947. Boum. Véritable muraille, il réalise 5 matchs à 10 contres minimum, un exploit et encore plus pour un rookie. C'est là qu'arrive le 25 janvier 1986, date à entourer en rouge dans le calendrier de la carrière du grand Manoute. Ce soir, les Bullets affrontent les Atlanta Hawks de Dominique Wilkins, Kevin Willis et Doc Rivers, qui tous ont déjà fait leur preuve en NBA, c'est le moins qu'on puisse dire. À la base, le match devait être plutôt équilibré entre deux rivaux de la conférence Est, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ces prédictions étaient faites sans compter la présence de notre Manoute national qui réalise alors un festival de contres. Le géant termine à 15 blocs et dégoûte complètement toute l'équipe adverse. Ça, c'est une perf. De toute façon, tous les coachs des équipes rivales, et notamment Don Nelson, coach des Bucks à l'époque, restaient ahuris devant le talent du Soudanais pour dévier des ballons. Depuis 23 ans que je suis dans la ligue, il est le contreur le plus incroyable qu'il m'ait été donné de voir. J'imagine que Bill Russell pouvait faire des choses assez similaires lorsqu'il est arrivé en NBA, mais je ne l'ai jamais vu mettre plus de 5 ou 6 comptes par match. Cela montre à quel point ce que le pivot apportait défensivement était unique. Par contre, pour ce qui est de l'impact offensif, c'est une toute autre histoire. Manoute n'enregistre que 3,7 petits points par match à 46% au tir. C'est faible pour un temps de jeu de 26 minutes. Surtout que le truc, c'est que ce chiffre correspond à sa meilleure moyenne au scoring durant toute sa carrière. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, c'est aussi pendant cette saison rookie qu'il réalise son record de points sur un match, avec 18, ce qui n'est pas non plus hyper dingue. Ball devra attendre la saison 1992-1993, soit 7 ans plus tard, pour atteindre à nouveau la barre des 18 unités. En définitive, ce qu'on pourra retenir, c'est qu'il n'a jamais été un scoreur, loin de là. Et c'est bien le problème, Manoute est un joueur très unidimensionnel. Le seul domaine dans lequel il brille, c'est le contre, aucun autre. Trop léger, il n'arrive pas à s'imposer au rebond, et en manque de fondamentaux, on ne l'implique pas en attaque. S'il s'en est sorti, c'est aussi en grande partie grâce à son côté bagarreur, et son trash talk développé dans les camps de bétail. De plus, vu qu'il s'est mis au basket sur le tard, il n'a bénéficié que d'un apprentissage express dans des championnats mineurs, ceci explique cela. Dites-vous qu'en l'espace de 7 ans, il est passé d'une vie d'éleveur de vaches à celle de basketteur pro en NBA. On comprend mieux pourquoi sa palette offensive était si limitée. Petit fun fact d'ailleurs, à cette époque-là, il serait celui qui a popularisé l'expression my bad. Avec sa mauvaise maîtrise de l'anglais, alors que tout le monde disait plutôt my fault, Ball, lui, après ses mauvaises passes, présentait ses excuses à sa façon, largement reprise dans tous les pays anglophones depuis. Bref, avec du recul, chez les Bullets, c'est assez logiquement qu'il retrouve
retrouve vite le chemin du banc avec la venue du pivot star Moses Malone la saison suivante. Le reste de sa carrière est ensuite très stéréotypé, on lui donne souvent le rôle de pivot remplaçant chargé de contrer tout ce qui bouge, mais c'est tout. C'est ce qu'il fera ensuite à Golden State, à Philadelphie et à Miami, et son temps sur les parquets dépasse rarement la vingtaine de minutes. Cependant, le public américain est habitué à Manute désormais, les fans l'apprécient, mais savent qu'ils ne peuvent pas compter sur lui dans le domaine offensif. Alors comme vous pouvez vous y attendre, ces highlights ont surtout eu lieu en défense, secteur dans lequel avec ses bras tentaculaires, il a réalisé quelques séquences légendaires. Pour vous donner une idée, il y a par exemple cette grosse bâche sur Karim Abdul-Jabbar qui partait en alley-oop, ou encore ces 4 contres de suite sur la même action face au Orlando Magic. Tout ça c'est balèze. Mais en fin de compte, le moment le plus marquant de la carrière de Manute a lieu le 3 mars 1993. Ce jour-là, le géant soudanais s'est juste transformé en sniper d'élite alors que c'était complètement inattendu. Oui, vous avez bien entendu, à cette occasion, il inscrit 6 tirs à 3 points dans la seule seconde mi-temps d'un match perdu face aux Suns de Charles Barkley. Incroyable. Sa façon de tirer est plus que discutable, mais Ball régale l'America West Arena en enfilant les bombes longue distance comme des perles. Notons quand même qu'au-delà de ce match plutôt unique, Ball ne fait pas de vagues et reste dans son rôle pendant tout le reste de sa carrière. Néanmoins, en dehors des parquets, le pivot véhicule une réputation sulfureuse et mystérieuse, alors que 1001 légendes et anecdotes entourent sa vie. Si on devait toutes les raconter, on n'aurait pas assez d'une seule vidéo, et beaucoup de choses dites sur lui sont probablement fausses. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous présenter seulement les histoires les plus croustillantes, mais aussi les plus crédibles. D'abord, il y a cette anecdote complètement insoluble sur son âge. Avait-il 23, 24 ou 26 ans quand il est arrivé dans la ligue? Impossible de le savoir, car ni lui ni ses proches n'en avaient la moindre idée. Ball est né en pleine cambrousse soudanaise, et comme beaucoup de ses camarades, sa naissance n'a pas été enregistrée à l'état civil. Du coup, les fans s'en donnent à cœur joie, et les pronostics partent dans tous les sens. Les plus dingues disent qu'il aurait joué en NBA jusqu'à 50 ans, et les révélations de son agent filé ont amplifié les rumeurs. En fait, vu que personne ne connaissait l'âge de Ball et qu'il devait passer un entretien, à la fac de Cleveland State, Filé lui a inventé une date de naissance imaginaire, le 16 octobre 1962. Pourquoi pas, hein? Manute Ball n'avait aucune idée de son âge, et le gamin qui est arrivé en même temps que lui ne savait pas non plus. Personne ne le savait. J'ai donc donné un anniversaire, le 16 octobre 1962. Toutes les portes sont fermées dans le monde du sport quand tu as 35 ans, et elles sont toutes ouvertes quand tu en as 19. Mais il avait probablement 40 ou 50 ans quand il jouait en NBA. Le coach de Cleveland State a d'ailleurs été suspecté d'avoir acheté les services de Ball durant cet entretien. Le géant, en échange de son engagement, aurait reçu de l'argent et une voiture, mais rien de cela n'a pu être vérifié. Pour aller encore plus loin, Jason Williams, son ancien coéquipier à Philadelphie, a dévoilé une méthode assez ubuesque qu'utilisait Manute pour se souvenir de son âge au début des années 90. Écoutez plutôt. Il avait l'habitude de dire qu'il avait 35 ans, mais lorsqu'on était sur le banc, je regardais souvent tous les cercles et cicatrices qu'il avait sur la tête, et un jour je lui ai demandé « Manute, c'est quoi ces cicatrices sur ta tête ?» Il m'a répondu « Les Blancs ont perdu mon certificat de naissance dans la jungle, donc tous les 5 ans je prends une pierre et je me coupe le crâne avec. » Je me suis dit « Ok d'accord ». Puis le match suivant, j'ai regardé ça et j'ai dit « Putain non mais... Manute Ball a 55 ans. » La vérité sur son âge reste en fin de compte une énigme, mais ses frasques, elles, sont bien réelles et vérifiables. Par exemple, on dit qu'il passait son temps à boire des bières pour prendre du poids, si bien que certains joueurs affirment qu'il était bourré en permanence pendant les matchs. Sympa. Et encore, l'alcool n'était pas son seul péché mignon. En sortant de sa douche, Ball aimait se promener complètement à poil dans les vestiaires des Sixers, mais toujours sa canette de bière à la main. Un journaliste est d'ailleurs resté sous le choc le jour où il est tombé sur Ball, les bijoux de famille à l'air, en train de déambuler dans les couloirs du Spectrum. Le géant se serait alors servi de son micro pour le calmer, le frapper et lui faire détourner ses regards indiscrets. Jason Williams, encore lui, confirme cette rumeur et déclare que Manute avait bel et bien un gourdin grand comme une batte de baseball. Nous n'irons pas vérifier. Bref, vous captez le truc, Manute est un homme hors norme dans tous les sens du terme. Un homme que rien n'effrayait, pas même un lion affamé prêt à lui bondir dessus. Un jour, lorsqu'il gardait les vaches de son père, un félin s'est attaqué à son troupeau. Il fallait donc réagir vite. Tout guerrier qu'il était, Ball n'a pas hésité une seconde. Il a tué la bête à coups de lance, comme ça. Il ne rigolait pas, Manute. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où Ball a échappé à la mort. En 2004, alors qu'il rentrait d'un casino, le taxi qu'il ramenait chez lui a eu un grave accident. Quand la police est arrivée, Ball et le chauffeur agonisaient à l'extérieur du véhicule. Heureusement, Manute fut sauvé malgré de graves blessures en étant amené en urgence à l'hôpital. Le conducteur, lui, n'a pas eu cette chance. Il est décédé à la suite du choc d'une crise cardiaque. Le drame en dit long sur la chance et le courage du bonhomme. Du courage, il lui en a aussi fallu pour battre William Perry, un ancien joueur de foot US qui n'était pas surnommé The Refrigerator pour rien, lors d'un match de boxe en 2002. Avec 152 kilos sur la balance, Perry était un beau bébé, et forcément il a donné beaucoup de fil à retordre à Manute. Finalement, Ball n'a rien lâché, et fut déclaré vainqueur avant de reverser ses gains à diverses associations humanitaires. Le géant avait l'habitude de profiter de la hype qu'il engendrait pour être altruiste. Il a par exemple été engagé comme joueur de hockey sur glace pendant
pendant une journée, et même jockey, oui, jockey. Évidemment, vu sa taille, il n'est pas monté à cheval, et pour le hockey, il ne savait même pas patiner. Cependant, sa simple présence lui permit de récolter beaucoup de fonds qu'il a envoyés vers le Soudan. D'ailleurs, l'histoire entre Bol et son pays natal est trop souvent mise de côté. Le géant avait conscience des atrocités de la guerre civile soudanaise, qui le dévastait. C'est donc une cause dans laquelle il a tout investi, son temps, son argent et même sa santé. Alors parmi tous les dollars qu'il a amassés durant ces 10 années en NBA, une grande partie a été reversée à des associations humanitaires, mais pas seulement. Bol a aussi financé, avec ses propres deniers, des groupes armés indépendantistes, même si tout cela restait controversé. Par contre, il assumait, c'est quelque chose dont il ne se cachait pas du tout, affirmant plusieurs fois que si c'était à refaire, il recommencerait. Si on fait le bilan, les estimations tournent autour de 3,5 millions de dollars envoyés de diverses façons au Soudan par Mahmoud Bol, une très belle somme. Le pivot n'agissait pas que par simple patriotisme, mais aussi parce qu'une partie de ses proches était bloquée au Soudan. Il ne voulait donc pas seulement mettre un coup de projecteur sur ce drame, il essayait également de sauver sa famille et son peuple. C'est ainsi que quand il revenait au pays, il était autant vu comme un héros par les Dinka que comme un ennemi public par la majorité arabe. Encore une situation complexe. Pour conclure, ajoutons que la plupart des joueurs NBA sont arrivés dans la ligue par amour du basket, mais pas Manout. Lui a juste abandonné son village et sa vie d'éleveur pour tenter sa chance en Amérique, et tout ce qui le motivait à ce moment-là, c'était de survivre, rien de plus. La NBA pour lui, c'était une nécessité, une offre qu'il ne pouvait pas refuser au vu des chèques qu'il pouvait empocher. Sur place, il souffrait énormément du décalage culturel entre ce qu'il avait vécu et la mentalité US, on peut le comprendre. Le pivot vivait très mal le fait d'avoir désobéi à son père et de renier ses origines pour créer son propre chemin, dur. C'est encore plus difficile lorsque l'on sait que son paternel est décédé lorsque Manout jouait encore à la fac. Il ne l'aura donc jamais vu réussir en NBA, ce qui emplissait le géant d'une immense tristesse. Puis ce que l'on peut en conclure, c'est que le Soudanais a finalement quitté un monde autocentré et fanatique pour en découvrir un autre, pourtant bien différent. Se sentant complètement à part, Bol ne s'est jamais vraiment fait d'amis dans le pays de l'oncle Sam, et pendant une longue partie de sa carrière, il restait isolé, un grand solitaire. Si souvent on comparait Mahmoud Bol et Hakim Olajuwon pour leurs origines africaines, tout était hyper différent dans le parcours des deux hommes, la légende des Rockets ayant elle grandi et mûri dans un monde occidental, ce qui change tout. Le seul basketteur qui peut vraiment s'identifier à Bol, c'est sûrement Ring Ayuel, Soudanais, lui aussi originaire du village de Touralei, pareil que Mahmoud Bol. Enfant, il a souffert de malnutrition et vécu les horreurs de la guerre en étant séparé des membres de sa famille qui pour la plupart furent assassinés, morts de maladie ou encore tués par des bêtes sauvages. Comme Bol, là encore, il tenta lui aussi de bouger vers les États-Unis afin de voir si ses 2,22 m lui seraient utiles dans le basket pour gagner sa vie et aider les siens à s'en sortir. Cependant, après 4 ans passés à la fac d'Olon en Californie, ce dernier ne reçut jamais de contrat pro et ne put jamais suivre la destinée dont il avait rêvé. Triste. Bref, revenons à Manout qui avec le temps a tout de même fini par apprécier son job, même si cela n'a pas toujours été simple. Parce que ouais, dès le départ, beaucoup de gens malhonnêtes ont profité de lui et de sa naïveté, et encore davantage à sa retraite lorsqu'il s'est tourné vers l'humanitaire. Heureusement, il a aussi rencontré de belles personnes qui parfois l'ont aidé à relever la tête de l'eau. Là, entre autres, on peut citer Chris Epting et Frank Catapano, qui lorsque le Soudanais est arrivé aux US, l'ont pris sous leurs ailes en l'aidant scolairement et en tentant de l'éduquer à la culture occidentale. Ces derniers ont hébergé ce géant perdu, timide, réservé et très poli, et sans eux, notamment Catapano, Bol n'aurait probablement jamais accompli sa destinée. C'est bien de le noter. Quoi qu'il en soit, Bol a continué de s'investir pour son pays jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, en 2008, alors qu'il revenait à Touralei pour voir sa famille, il s'est rendu compte que les gosses de son village n'avaient pas d'école. Près de 300 enfants suivaient des cours sous un arbre avant que la saison des pluies n'achève l'année scolaire. Les conditions étaient complètement vétustes, c'est le moins que l'on puisse dire. Pris d'émotion, Bol a alors fondé une association nommée Sudan Sunrise et s'est mise en tête de construire des écoles dans tout le pays. Aujourd'hui, bravo à lui, 2 établissements scolaires accueillent les enfants de Touralei, des tribus voisines et des réfugiés du Darfour, engendrant une mixité aidant ces différents peuples à se réconcilier. D'ailleurs, certains médecins estiment que ces activités humanitaires auraient pris le pas sur sa santé, car Bol était atteint de plusieurs maladies graves. Trop impliqué pour son peuple, il aurait complètement mis l'idée de se soigner au second plan. C'est ainsi que le généreux géant s'est éteint le 19 juin 2010 à l'âge de 47 ans. Au crépuscule de sa vie, Mahmoud Bol avait fait beaucoup et porté de nombreuses casquettes, ancien joueur NBA, militant, père de famille et célébrité dans le monde entier. Lui, qui a été embarqué dans une vie qu'il ne comprenait pas, a fini par réussir à en prendre le contrôle pour se tourner vers les choses qui lui tenaient profondément à cœur. Seule l'indépendance de son pays lui a échappé. Voyons maintenant si son fils Bol Bol, pour lequel Manout s'est également investi corps et âme, reprendra le flambeau de son paternel sur les terrains et en dehors. Si en NBA cela s'avère d'ores et déjà compliqué, au vu de l'instabilité et des blessures qu'il connaît, rien ne l'empêchera lui aussi de s'investir pour l'Afrique et pour le Soudan. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.